Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le dernier sommet de l'Union africaine tenu fin janvier à Addis Abeba en Éthiopie a permis à l'institution panafricaine d'arrêter des décisions majeures en faveur de l'intégration. Il y a eu entre autres le lancement du marché unique du transport aérien africain. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio, une radio qui est toujours dans le cœur des populations en zone rurale en tant que merveilleux instrument de développement. C'est le cas de la localité de Bongouanou où le rapport des populations avec la radio n'a pas changé. L'immigration irrégulière, un problème pour les gouvernants en Afrique. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc et le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur ont sensibilisé leurs compatriotes sur la question au Maroc. Commençons par les activités du président de la République, Alassane Ouattara. Il s'est entretenu hier lundi au palais présidentiel avec Mme Harriet Baldwin, ministre pour l'Afrique auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération britannique. Au menu de cette rencontre, le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. Nous vous le disions dans nos titres, le dernier sommet de l'Union africaine tenu fin janvier à Addis Abeba en Éthiopie a permis à l'institution panafricaine d'arrêter des décisions majeures en faveur de l'intégration. Il y a eu, entre autres, le lancement du marché unique du transport aérien africain, une réforme qui vise à libéraliser les services de transport aérien sur le continent africain. Awa Touré. Il y a aujourd'hui une rupture qui s'opère par rapport au passé. Il y a comme un vent de changement qui souffle sur l'Union africaine. Aujourd'hui, nos dirigeants ont compris que la rhétorique ne suffit pas et qu'il faut préempter les vrais problèmes auxquels l'Afrique est confrontée. Ces paroles nourries d'optimisme. Ali Koulibaly, ministre ivoirien de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, les tient au sortir du 30e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Pour lui, ce sommet symbolise le nouvel envol qu'entend prendre l'Union africaine dans la résolution des défis majeurs du continent. Et cet envol sera bien visible dans le ciel africain avec le lancement par les chefs d'État d'un projet majeur, le marché unique du transport aérien africain. 30 ans que ce projet, né à Yamoussoukro, attendait ce jour. Il instaure le cadre de la libéralisation complète des services de transport aérien à l'intérieur du continent. Il n'y aura plus maintenant de limitation de fréquence de vol ni de limitation des passagers parce qu'à l'époque, vous avez des pays qui disaient que ok, vous pouvez venir chez nous, vous pouvez payer 1 ou 2 fois seulement, ou bien vous pouvez prendre que 100 ou 50 passagers, c'est tout ce qu'on vous accordait. Or, aujourd'hui, avec la mise en place de ce marché, il n'y aura plus ça. Il est permis maintenant d'instaurer la 5e liberté qui permet à une compagnie aérienne qui quitte le pays A, vient dans le pays B, peut prendre des passagers dans le pays B, peut partir dans le pays C, les débarquer et embarquer aussi de là. Donc, ça veut dire une libération totale. Donc, c'est la concurrence qui va se mettre maintenant, c'est-à-dire qu'il y a plus de compagnies aériennes, donc ce qui veut dire qu'il y a une concurrence sur les prix des billets d'avion. 23 pays, dont la Côte d'Ivoire, sur les 55 que compte l'Afrique, ont déjà adopté le marché unique du transport aérien. Tous les États signataires ont obligation de développer leurs infrastructures aéroportières afin d'améliorer la sécurité et la sûreté. Autre avancée enregistrée lors de ce 30e sommet, la question de la réforme de l'Union africaine. Là encore, la Côte d'Ivoire, sous la houlette du président Alassane Ouattara, soutient l'idée que l'institution doit être financée par les Africains. Ce fut un très bon sommet, un sommet qui a permis de dire des choses importantes au niveau de la conception de l'exercice du pouvoir en Afrique et de tout faire pour que l'Union africaine puisse se prendre en charge. Je trouve que le point essentiel du sommet a été la question du financement de l'Union africaine. Et à ce titre, nous avons décidé que 0,2% des importations éligibles
serait reversé à l'Union africaine, ce qui permettra à l'Union africaine de pouvoir financer totalement son budget de fonctionnement et de faire une contribution également au budget de maintien de la paix. L'Union africaine étudie également la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Ce symbole d'intégration devrait rassembler les 55 pays membres de l'Union africaine au sein d'un marché unique continental comptant plus d'1 milliard de personnes et représentant un PIB supérieur à 3 400 milliards de dollars. S'il est conclu et mis en œuvre avec succès, il deviendrait la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de nombre de participants. Sachez que le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly sera face à la presse demain mercredi. Il va échanger avec les journalistes sur le processus de développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. La première dame, Mme Dominique Ouattara, a réceptionné hier lundi à son cabinet un autobus pour sa fondation Children of Africa. C'est un don d'un village britannique à l'initiative d'une Ivoirienne vivant en Grande-Bretagne. Jérôme Kofish Abolin. Un autobus, il vient tout droit de la Grande-Bretagne pour la fondation Children of Africa. La cérémonie de remise du véhicule s'est déroulée ce lundi au cabinet de la présidente de cette fondation, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Selon la ministre d'État britannique pour l'Afrique, ce don est important pour la cause des enfants sans cesse défendue par l'épouse du président Alassane Ouattara. Nous espérons que beaucoup d'enfants découvriront le plaisir de la lecture après une visite à cet autobus. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, en saluant ce geste, a promis de faire de ce bus un autre bibliobus à la grande joie des enfants. Nous avons 8 bibliobus et le don de ce magnifique bibliobus fera que nous aurons 9 bibliobus qui parcourront la Côte d'Ivoire. Donc c'est vous dire combien je suis touchée. Ces bibliobus sont donc des bus aménagés avec des livres pour enfants, avec des films qui sont visionnés quand les enfants viennent voir. Et donc c'est quelque chose qui a beaucoup de succès dans les villes et les villages, à tel point que beaucoup de villes nous le demandent. Ce bus est un don d'un village britannique du nom de Smallburg. L'initiative vient d'une jeune Ivoirienne en Grande-Bretagne appelée Eunice Cocrassé. Il s'agit pour elle de solliciter le soutien de ce village britannique aux actions de bienfaisance de la fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Aujourd'hui, l'on célèbre le Mardi Gras, jour d'abondance et de joie qui précède le mercredi des cendres qui marque le début du carême chrétien. Le Mardi Gras en Côte d'Ivoire est surtout fêté par les enfants. Ils se déguisent, portent des masques et font la fête avec leurs amis. La cérémonie officielle a lieu au Centre de protection de la petite enfance de Port-Bouët. Le thème retenu cette année, mes premiers pas dans la culture africaine. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À l'instar des autres pays du monde entier, la Côte d'Ivoire célèbre ce mardi 13 février la Journée mondiale de la radio, instituée par l'UNESCO. Cette célébration est à sa 7e édition. Le thème retenu cette année met en lumière la radio et le sport. Voici le message du gouvernement et c'est avec Serge Collier. Si vous préférez. La Journée mondiale de la radio vise à promouvoir la liberté et l'accès à l'information. Il s'agit également de souligner le rôle majeur de ce média, trait d'union entre les hommes et femmes de générations et de conditions de vie différentes. L'édition 2018 de la Journée mondiale de la radio s'inscrit en droite ligne de la construction d'un monde nouveau où le sport, facteur de rapprochement entre les humains, est promu et sublimé par la radio, médium universel, agile, inclusif, accessible de partout. Engageons-nous à faire de nos radios des instruments de rapprochement, de paix et de développement dans l'intérêt réaffirmé de nos peuples. Le gouvernement ivoirien s'inscrit dans la droite ligne du thème retenu cette année par l'UNESCO. Ce thème fait la part belle à la radiodiffusion sportive. En choisissant donc de mettre l'accent sur la couverture sportive, dans la 7e édition de la Journée mondiale de la radio,
L'UNESCO encourage les femmes et les hommes à la pratique du sport, qui, au-delà du jeu, est un facteur de promotion de la santé de nos concitoyens, ainsi qu'un facteur de rapprochement et d'unité pour nos populations. Par la radio et le sport, ce sont également les valeurs de fair play qui sont véhiculées, en même temps que sont bannis les stéréotypes liés à la race, à la religion et au sexe. Faisons en sorte que la radio porte aussi loin que possible les messages qui prônent des valeurs d'égalité, le soutien aux personnes isolées, fragiles et discriminées, la protection des enfants, etc. La Journée mondiale de la radio a été initiée en 2011 par l'UNESCO. L'Alliance du sport et de la radio cette année répond au besoin de célébrer l'humanité et le pluralisme. Et la radio est toujours dans le cœur des populations en zone rurale, ici en Côte d'Ivoire, en tant que merveilleux instrument de développement. C'est le cas de la localité de Bongouanou, où le rapport des populations avec la radio n'a pas changé du tout. Et Jeune Atoubé. Dans ce maquis au décor champêtre qui replonge le client dans une atmosphère de village, quelques clients consomment tranquille. Le temps de servir à toutes les commandes, un appareil communément appelé mini-chaîne installé dehors entretient la clientèle au son de la radio. Rarement en pareil lieu, une place est accordée à la radio. Avec notre correspondant régional, Richard Dibi Abonoa. Bonsoir Richard. Bonsoir. Stéphane Dioma, bonsoir. Ravi de vous retrouver Richard Dibi. Déjà, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce tournoi-là? Bienvenue à Bongouanou. Dans cette localité, chef-lieu de la région du Moronou, le rapport des populations à la radio est encore manifeste. De temps en temps, quand il y a des événements, on est obligé de mettre pour les clients. Les clients demandent très souvent le sport. Voilà. Donc, en général, la chaîne nationale. Voilà. Il y a une émission qui passait là. On écoutait, ça donnait des conseils et puis des proverbes. Donc, nous-mêmes, on était là, on écoutait. C'était intéressant. Ce moyen de communication par lequel on peut toucher un large public d'auditeurs a encore son public à lui, son auditoire. Dans cette habitation, un petit poste radio posé sur le bord d'une fenêtre accompagne la maisonnée jusqu'à l'heure du dîner, dans une ambiance chaleureuse. Mais d'un membre de la famille à un autre, le rapport à la radio est bien différent. Ce qui me plaît, on écoute un peu la musique. On a toutes les informations dans la ville, ou bien dans le village, ou bien même partout dans le monde. Je peux dire qu'actuellement, à cause de l'Internet, la radio, en tout cas, n'a plus de l'ampleur dans le monde, quoi. Parce que plus de jeunes s'adonnent à l'Internet. Chaque jour, à partir de 17h, c'est la même scène dans ce quartier de Bongouanou, à Kangandi. Dans le vieux Bongouanou, les retrouvailles autour du vin de palme. Aujourd'hui, on est bien loin de ces doux moments où la radio était un véritable compagnon, s'invitant même dans tous les milieux, sûr de son pouvoir. Dans l'ancien temps, nos parents ils payaient la radio et puis c'est dans leur champ qu'ils écoutaient. Avant, ils prennent ça comme un jeu, chaque fois ils sont en train d'écouter. Mais nous, c'est par moment qu'on écoute. On préfère payer le portable et puis ça remplace tout, quoi. J'écoute la radio, puisque c'est ma première femme, la radio. Partout où je passe, j'ai mon poste radio, mon petit poste radio. Sans radio, il ne peut pas dormir. Je vais au champ avec mon poste radio. J'écoute toujours. On est frappé par une chose aujourd'hui. À Bongouanou, dans plusieurs habitations et dans presque tous les quartiers, on voit de moins en moins de postes de radio. Dans les villages et campements aussi, la même réalité est observable. Les populations ne cachent pas pour autant leur amour pour la radio et pour le démontrer, certains n'hésitent pas à montrer avec une certaine fierté leur poste de radio. Vieillot, et dont l'esthétique et le design ne sont en rien comparables à certains nouveaux modèles et types de radio vendus aujourd'hui dans le commerce. Moins cher comme ma gamme, venez voir, on ne donne pas cadeau seulement, mais on voit moins cher. À l'époque, la radio n'était pas comme ça, mais pour le moment, ça prend mémoire, ça prend tout. Non, je vais dire, c'est pour ça que c'est ce qui m'a motivé ici. C'est ce qui m'a motivé
il y a des jeux de lumière. C'est joli. En tant qu'un jeune, il faut ça. Quand tu as ça, c'est important. Les gens ne peuvent pas voir la radio comme avant là. C'est les vieux qui paient beaucoup maintenant. Le monde évolue. Il y a les appareils maintenant là qui prennent les clés. C'est pourquoi les gens ne peuvent plus beaucoup de radio là-haut. Du coup, la radio dans sa forme classique prend des allures de pièces de musée. Mais quoique postiche et au risque de disparaître dans ce nouvel univers de high-tech, ce merveilleux instrument de communication s'est adapté aux exigences de la modernité. Ainsi, de leur téléphone portable, nombreux sont les amoureux des programmes de radio qui peuvent recevoir leurs émissions préférées à partir des studios de radio, comme ici à Radio Moronou. Dans mon portail, il y a Radio Moronou. Chaque matin, j'écoute Radio Moronou. J'ai payé portable, il y a radio dedans. Est-ce que c'est obligé d'aller payer? La radio aujourd'hui, il est beaucoup écoutée sur le portable, au dehors surtout. Tu ne verras pas un jeune aujourd'hui qui n'a pas un portable en main ou s'est branché sur la radio en écoutant les émissions. Tu ne rentreras pas dans une famille ressortie sans trouver au moins un poste radio. Dans chaque foyer, vous rentrez, vous en trouverez. Vous rentrez dans un campement, vous avez une radio à votre disposition. La radio, malgré l'évolution du temps, touche, séduit et plaît encore, surtout en zone rurale, où les populations perçoivent toujours toute la quintessence de ses fonctions et de sa mission de développement. Et du fait de la déclinaison de ses programmes sur d'autres supports médiatiques, la radio conserve encore son public, jusqu'à toucher et happer d'autres publics encore, surtout dans les milieux jeunes. Voilà qui est clair, la radio est toujours dans le cœur des populations, surtout en zone rurale. Dossier signé Jeune Atoubé. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a lancé hier lundi un appel d'offres pour l'élaboration d'un indice de mesure de la vie chère pour lutter contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Francis Boifo. La CAPEC, le CIRES, l'INS, le BNET, l'Institut d'ethnosociologie Bloomfield Invest. Ces structures ont été consultées dans le cadre de l'appel à projet pour l'élaboration d'un indice du coût de la vie. Les dossiers de candidature sont recevables au siège du Conseil national de lutte contre la vie chère à Cocody de Plateau. Sur ces 7 structures, une seule sera retenue en mars prochain pour la conduite du projet, dont l'objectif est de disposer d'un outil d'appréciation des aspects qualitatifs et quantitatifs de la vie chère. Le fait que le gouvernement décide en toute transparence, je veux dire de pouvoir se donner cet outil-là qui sera transparent pour tout le monde, qui sera disponible pour tout le monde, pour les populations et les opérateurs économiques, ça nous permettra chaque fois de pouvoir orienter notre politique, en fait, de pouvoir l'ajuster en fonction de l'évolution de cet indice-là, qui sera le concentré de certains critères, de certains indicateurs quantitatifs et des indicateurs qualitatifs. Également un outil qui pourra aider les partenaires techniques et financiers, les associations de consommateurs, pour pouvoir voir tous les efforts que le gouvernement fait en faveur de populations. L'indice du coût de la vie se veut un outil d'aide à la décision. Et qui permettra également de pouvoir bien mesurer des efforts que l'État fait pour surveiller les marchés, pour que la concurrence soit effective, pour que les produits, des biens et services également soient disponibles pour les populations à bon prix, et également tout ce qui concerne les services de transport, les services également liés au logement également puissent être accessibles. Selon le chronogramme du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, la livraison de la mouture de l'indice du coût de la vie est prévue pour septembre 2018, après la restitution et des observations en atelier. Allez, tout à fait autre chose à présent. Demain, l'on célèbre la Saint-Valentin, la fête dite des amoureux, une occasion pour les commerçants de faire de bonnes affaires. Certains produits enregistrent un pic de vente. Jean-Louis Gbangbo Kwame. Samedi 10 février, 4 jours avant la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Les panneaux publicitaires dans la ville nous rappellent le caractère bien commercial de cette fête. C'est l'un des rares moments où Clotilde pousse la porte d'un chocolatier. Allô. Bonjour madame, comment allez-vous? Oui, ça va. Ah, ok. Ça va très bien? Oui, ça va. Ah, ok. C'est pourquoi sur ma commande est prête? Oui, elle est prête, elle est prête, elle est prête. Ah, voilà. Un package spécial pour un jour spécial. J'ai commandé du chocolat,
il y a du champagne, un peu de tout. Voilà, parce que c'est une année quand même que j'ai vécu avec mon Valentin. Et il y a eu des palabres, des discussions. Je veux me faire pardonner. Voilà, c'est l'occasion. C'est le meilleur cadeau et puis la couleur a été respectée. C'est ce rouge que je voulais. En tout cas, je suis satisfaite. Je suis satisfaite. Le rouge de l'amour. Voilà. Félicitations. Merci. Voilà. Le 14 février fait battre le cœur des amoureux, mais également celui de certains commerçants comme Olivier, le gérant de cette PME spécialisée dans la confection et la vente de chocolat. L'année dernière, nous avons plus innové en termes de coffrets cadeaux personnalisés et tout ça avec du chocolat à l'intérieur. Donc en termes de chiffre d'affaires, un peu plus de 1 million par là. Donc, durant la traite, juste durant la traite de 14 février. L'année dernière, la PME a pu faire sortir près de 20 kg de chocolat, soit plus de 100 coffrets personnalisés sur la période de la Saint-Valentin. Du chocolat, mais également des fleurs. La fête des amoureux est incontestablement le moment où les fleuristes réalisent leurs plus belles affaires. C'est en tout cas l'avis de Amal Faour, fleuriste à Makori en zone 4. Comme la traite du café cacao, nous c'est la traite des fleurs. La Saint-Valentin, c'est la fête que tous les fleuristes attendent. On a énormément de ventes, énormément de passages. C'est mondial. Les fleurs qu'on vend à un prix toute l'année est augmenté parce que c'est le marché de la fleur et que tout augmente. Amal peut vendre en moyenne 50 bouquets de fleurs par jour lors de la Saint-Valentin, soit un peu plus de 2 millions de francs CFA. Pendant la période, on a beaucoup plus de demandes. On a des gens qui ne viennent que à la Saint-Valentin. Et quelle que soit la personne, il va venir prendre une rose ou alors des fois on rajoute un petit peluche ou un petit gadget, des petits cœurs. Après les fleurs, les bijoux, l'autre produit star de la Saint-Valentin. Et dans cette bijouterie située dans une célèbre galerie marchande abidjanaise, on en est bien conscient. Pour la Saint-Valentin, nous avons pris toutes nos dispositions. Nous avons des bons d'achat disponibles pour pouvoir offrir à l'amoureux. Pour célébrer l'amour, la bijouterie mise sur ses pendentifs en poupée à chantier, dites poupées de la fécondité. Nous avons, on dira, une vingtaine de visites. Mais pour la Saint-Valentin, nous avons des visites entre 30 et 50 personnes par jour. Offrir un cadeau à la Saint-Valentin, c'est surtout une question de budget. Au Forum des marchés à Adjamé, Bakary Silla est vendeur de sous-vêtements pour hommes. Une activité particulièrement prospère en période de Saint-Valentin. Ça, c'est un équipement blanc. Il est de la ganifère. Voilà. Voilà son carton. Lui, il y a deux dans les paquets. C'est la même chose que l'autre là. Grossiste, il peut écouler 1 millier d'articles par jour, soit un chiffre d'affaires oscillant entre 500 000 et 3 millions de francs CFA. Ça sort beaucoup. Ça, on ne peut pas gâter nom de Dieu. On remercie Dieu pour ça. On a Saint-Valentin, ça sort beaucoup que les autres mois. Cette cliente donne une explication à l'embellie dont jouit cette activité. C'est un truc, c'est blanc et puis c'est naturel. C'est un dessous. Quand tu portes une chemise, tu dois avoir des dessous en bas. C'est très important. Pas le meilleur cadeau, mais je préfère, ça dépend des moyens. Un autre secteur qui ne connaît pas la crise pendant la Saint-Valentin, la restauration. Le jour de Saint-Valentin, on peut avoir un taux de remplissage au-delà de 80%. On double notre approvisionnement parce qu'on attend beaucoup plus de personnes. Donc, pour ce qu'on achète ordinairement, on multiplie par 2 par exemple. Après le jour de l'an, la Saint-Valentin est le premier pic de clients de l'année chez les restaurateurs. Vous avez beaucoup de champagne qui sont vendus, vous avez beaucoup de liqueurs et spiritueux, je dirais en gros, qui sont vendus. Vous avez des produits beaucoup plus nobles qui sont vendus. Et ce jour-là, je dis en termes de chiffre d'affaires, pas en termes d'influence, mais en termes de chiffre d'affaires, je dirais que la fête de Saint-Valentin est en train de voler la vedette à pas mal d'autres fêtes. Pour les consommateurs, la Saint-Valentin représente une rupture avec le quotidien, comme le passage d'une nuit dans une chambre d'hôtel décorée aux couleurs de l'amour. Trouvaille de cet atelier en zone 4. Il doit falloir trouver encore d'autres roses, le mettre aux cheveux, les bouquets, là, les seaux, pour placer aux cheveux. Là. Nous faisons tout pour que ceux qui vont venir soient vraiment dans le tempo, soient heureux, pour savoir que c'est un jour spécial pour tout le monde. C'est une somme qui est à 70 000. Mais pour la cérémonie, la fête, nous avons essayé de faire des études, descendre jusqu'à même à 40 000, pour que tout un chacun puisse bénéficier de nos prestations. Avec cette stratégie, l'établissement compte faire le plein de ses 80 chambres le 14 février prochain.
Vu les chiffres d'affaires qui augmentent en cette période, on peut le dire, la fête des amoureux a encore de beaux jours devant elle. Dossier signé Jean-Luc Bangbo Kwamesh. Autre sujet, le collège d'enseignement technique d'Azopé sera transformé en lycée professionnel à la rentrée scolaire prochaine, annonce faite par le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mamadou Touré, qui était hier lundi à Azopé. Konaté Moussa, notre reporter, y était également pour RTI 1. Ils sont hors d'usage. C'est l'une des salles de formation en mécanique du collège d'enseignement technique d'Azopé. L'école, créée en 1953, continue de résister avec les mêmes infrastructures. L'école était ouverte pour 86 personnes. Aujourd'hui, nous avons 734. Il y a un problème de capacité d'accueil. Le matériel aussi qu'on utilise commence à être dépassé. Vous voyez les tours qui sont là. Aujourd'hui, on a l'heure des tours numériques. Alors que nos tours là sont encore manuels et pour la majorité, même ces tours là ne marchent plus. Installation et matériel de cours pratiques vétustes. Le constat est fait par le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Mamadou Touré annonce des perspectives heureuses pour l'établissement vieux de 65 ans. Du matériel, des moteurs de voitures totalement dépassés, ne permettant pas à nos enfants d'avoir la formation qu'il faut pour avoir du travail. Nous avons décidé de transformer le collège d'enseignement technique en lycée professionnel. Et ça sera fait dès cette année. Améliorer l'existant, mais aussi en créer d'autres. Un nouveau centre de formation professionnelle sera bientôt construit à Miadze, à 7 km d'Azopé. Un projet appuyé par les autorités locales avec le partenariat d'une ONG allemande. Cadre dédié à l'apprentissage de l'apiculture, l'ébénisterie et l'énergie photovoltaïque. Je laisse saluer l'expérience avec les Allemands. Avant la construction donc, de cette école, il y a eu une étude qui a été faite sur les opportunités économiques. Et à partir de ces opportunités économiques, les filières ont été choisies. Et donc nous sommes sûrs que les jeunes qui seront formés dans ces filières auront forcément du travail en sortant. Nous savons tous que l'enseignement technique est la voie pour résoudre le problème des jeunes. Je voulais, dis-je, amener ici dans la région ce qu'il y a de meilleure expérience au monde en matière d'enseignement technique. Et tout le monde sait que nulle part au monde, l'expérience d'enseignement technique a été aussi achevée que ce qu'il y a en Allemagne. L'État ivoirien s'est engagé à offrir un nouveau visage à l'enseignement technique et la formation professionnelle. 53 établissements seront réhabilités et 28 seront réalisés dans le plan 2017-2020. Autre titre de cette édition, et parlons de l'immigration irrégulière qui est un problème pour les gouvernants en Afrique. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc et le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur ont sensibilisé leurs compatriotes sur la question au Maroc. Issa Yeo Djodan. Un déjeuner pour souhaiter la bonne année aux Ivoiriens vivant au Maroc. Occasion saisie par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près du royaume chérifien, Idrissa Traoré, pour parler de l'excellence des relations qui existent entre les deux pays. Aujourd'hui, le succès de la vision partagée des deux chefs d'État a fait de la coopération ivoiro-marocaine un modèle de coopération sud-sud à valoriser et à pérenniser. Le Maroc est une terre d'immigration irrégulière. Les Ivoiriens sont de plus en plus nombreux à emprunter cette voie pour joindre l'Europe. Le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc ont mis à profit cette rencontre pour les sensibiliser. Nous devons éviter d'éternir l'image de notre pays. Voir des jeunes Ivoiriens s'exclure de ce combat en arpentant des côtes dans la forêt du Maroc ou en flirtant avec la mort ou en la choisissant simplement dans le désert ou dans la Méditerranée à la recherche d'un hypothétique Eldorado sont des actes qui font appel à toute notre humanité. N'oubliez surtout pas que le pays attend de vous qu'à votre retour, vous soyez des citoyens accomplis, avec un savoir-faire et enfin un savoir-être. L'ambassadeur Idrissa Traoré a exhorté les Ivoiriens à être des modèles à l'extérieur.
Nous allons terminer avec cette information. La direction du Congrès national africain, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, a décidé ce mardi de rappeler de son mandat Jacob Zuma, qui refusait de démissionner depuis plusieurs semaines. Cette décision, il faut le rappeler, n'a pas de caractère contraignant, mais Jacob Zuma refuserait de partir. En attendant, l'opposition sud-africaine demande la dissolution du Parlement et des élections législatives anticipées pour sortir de cette crise politique. Et l'ANC fera une déclaration les prochaines heures. Voilà, c'est la fin de cette édition supervisée par Hugues Hervé Blé. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI.